Le rendez-vous est respecté, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info 7, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons un membre du FCC, parti travailliste, avec son président sectionnaire de la commune de Lantsele, Mathieu Luboya. Avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Mathieu Luboya. Merci madame pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes candidat député provincial de la commune de Lantsele et on le sait, cette année la commune a célébré ses 50 ans. Alors, quelles sont les difficultés ou vraiment les problèmes que rencontre cette commune? Je crois que c'est la plus grande de la ville de Kinshasa, si je ne me trompe pas. C'est la deuxième après la commune de Maluku. De Maluku. Ouais. Moi, je croyais Mongafula. Non, Maluku. Donc, la commune de Lantsele a été créée par l'ordonnance numéro 68/24 du 20 juin 1968, donc jour pour jour, nous avons fêté 50 ans d'anniversaire et nous avons profité de cette occasion pour animer un séminaire important sur la décentralisation, donc Lantsele face à la décentralisation et perspective de son émergence. Donc il était question pour nous de faire voir à la commune, donc aux Séloises, que l'occasion qui nous a été donnée dans la Constitution de la République de mettre en place un mode opératoire de la décentralisation, il fallait en saisir le défi, les enjeux, pour pouvoir nous regarder, voir quels sont nos défis, quels sont nos problèmes et comment pouvoir les relever. Quels sont les grands problèmes? Le grand problème réside essentiellement sur le fait que la commune est restée encore dans l'extrême pauvreté. Il y a le problème de courant, le problème d'eau. Et parfois, et maintenant, nous confrontons à des problèmes du genre, quand il pleut parfois, nous avons un problème de débordement, justement parce qu'il y a un problème d'aménagement du lieu, pas de canalisation, un problème aussi de l'électricité qui, par conséquent, crée aussi des problèmes d'insécurité parce que lorsqu'il n'y a pas la lumière, on a des bandits qui en profitent. J'ai envie de dire que dans cette commune, les gens construisent n'importe comment. Est-ce qu'il n'y a pas un plan d'urbanisation de cette commune aujourd'hui? Autant de problèmes que nous avons pu relever dans cette conférence pour montrer que la décentralisation, elle a donné l'opportunité à notre population, au niveau des entités territoriales décentralisées, d'opter pour le choix des animateurs capables de pouvoir amener l'émergence, de pouvoir amener le développement, de pouvoir relever nos défis. Vous êtes candidat à la députation provinciale, donc vous portez avec vous le fardeau de 17 ans de la majorité présidentielle, puisque qu'on le fait ou pas, le FCC aujourd'hui s'apparente à la majorité présidentielle, avec ce bilan aussi négatif. Vous l'avez dit, il y a trop de problèmes. Que compte pratiquement, ou quel est le message que vous allez dire à cette population? Est-ce que vous êtes sûr, moi je pose des questions directes, que Mathieu Luboya peut avoir des voix dans cette commune après 17 ans de non-émergence? Moi je me permets de le dire ainsi. Bon, je voudrais quand même apporter un éclaircissement, parce que le FCC n'est pas la majorité présidentielle, parce que la majorité présidentielle est une partie prenante dans le FCC. C'est pas la majorité présidentielle élargie? Pas du tout. Pas du tout. Le FCC, c'est une méga plateforme électorale qui a comme ambition de pouvoir conquérir le pouvoir, mais surtout sauver la République des convoitises extérieures. Donc, il y a après les élections, il n'y aura plus le FCC, quoi, en fait. Non, mais nous allons pouvoir continuer parce que cette lutte, elle est permanente. La lutte du Congo, c'est depuis les indépendances d'Afrique, l'indépendance de la RDC. Donc, nous allons pouvoir continuer à mener cette lutte de manière permanente après les élections. Donc, le FCC, c'est une méga plateforme électorale. La majorité présidentielle est une partie intégrante du FCC. Et dans le FCC, il faut dire qu'il n'y a pas majorité au sens strict et opposition au sens strict, c'est-à-dire il y a le Congo. Non, il y a le Congo à l'intérieur, il y a les Congolais qui aiment le Congo, qui sont passionnés et qui voient un Congo meilleur. Donc c'est ça le FCC. C'est ça le FCC. Donc vous allez peut-être apporter un message d'espoir parce que je crois que les Congolais en ont largement besoin, à part l'espoir et du travail aussi. Nous prenons le tout premier thème, mesdames et messieurs, c'est la
présentation du programme du candidat à la présidence Félix Tshisekedi. Vous le savez, cette semaine, Félix Tshisekedi a présenté son programme et il n'est pas le seul. Plusieurs candidats ont présenté leur programme et surtout avec des chiffres qui ont fait tourner la tête à beaucoup. D'ailleurs, j'ai un économiste avec moi, ne l'oubliez pas, Mathieu Louboué est aussi économiste. Donc nous allons un peu en parler de ces chiffres mirobolants. Et puis nous avons tendu, comme à l'accoutumée, Congo Web aime interagir avec ses téléspectateurs. Nous avons tendu notre micro à nos téléspectateurs et téléspectatrices et ils nous ont donné leur avis par rapport à ce programme de Félix Tshisekedi. Il s'agit d'un programme qui s'appuie sur 3 piliers pour éradiquer la pauvreté au pays. Félix Tshisekedi parlait de l'homme comme moteur du développement, de la croissance économique et d'une société solidaire. Un programme qui s'étend sur 10 ans. Nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté. Le deuxième pilier est la croissance économique. Le troisième pilier est une société solidaire. Mon programme sera réalisable en 10 ans. Si au bout de 5 ans, vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance. Candidat à la présidentielle du 23 décembre, Félix Tshisekedi joue sur le temps pour redresser le pays. Mais pour les défenses nationales, il se donne 5 ans pour doter le pays d'une armée dissuasive. 85 milliards de dollars américains, c'est le montant de réalisation de ce programme de 10 ans avec pour objectif d'atteindre 11,75% de PIB par jour par habitant. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 $ par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 $ par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards de dollars américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86,71 milliards $, soit 25% du PIB qui sera réparti sur 10 ans. 10 ans pour sortir la RDC de son statut humiliant, a-t-il soutenu, mais pas seul. D'où son appel au soutien de son programme pour qu'avec le peuple, il réalise le rêve d'un nouveau départ. Certains Kinois abordés dans les rues de Kinshasa sur les programmes d'action présentés par Félix Tshisekedi disent que ces projets sont réalisables et réalistes. Ils fondent leur espérance sur les ressources naturelles dont dispose la RD Congo. Les 86 milliards proposés par le programme de monsieur le candidat à la présidence Étienne Félix Tshisekedi n'est qu'un programme réaliste. Réaliste dans quel sens? Il a tenu compte des macroéconomiques de notre pays et il a tenu compte aussi des ressources qu'en a notre pays. Raison pour laquelle il a établi ces montants-là du budget. Je pense que cela est faisable parce que nous avons beaucoup de ressources dans ce pays. Alors c'est question seulement de canaliser ce moyen-là, d'éviter un peu la corruption et tout qu'on sort. Ils peuvent le faire. Donc, tout est possible au Congo parce qu'on a beaucoup de ressources vraiment. D'autres, par contre, sont pessimistes. Ils pensent que le candidat président de l'UDPS ne sera pas en mesure d'éradiquer la pauvreté avec ses maigres budgets d'environ 86 milliards de dollars. Aussitôt entré au pouvoir, je ne crois pas que ça peut être faisable. C'est ça, à mon avis. Quelle est la politique qu'il doit faire pour un peu bloquer les trous? Parce qu'on en a déjà parlé. C'est pourquoi ce serait un peu difficile. Ce serait difficile de 5 ans, 10 ans pour qu'ils puissent un peu réaliser ce budget-là. La population a trop souffert. Donc, compte tenu de tout ce que nous avons comme potentialité, comme ressources, il ferait mieux de quantifier d'abord le problème que nous avons et d'évaluer aussi les ressources que nous disposons. 86 milliards, c'est peu dans 10 ans.
Parce que ce que nous voulons, c'est un budget, par exemple, de 50 milliards, de 40 milliards pour une année, par exemple. Et on a les potentialités, les ressources nécessaires pour pouvoir les réaliser. Il suffit de mettre une politique de bonne gestion. Pour rappel, Félix Antoine Tshisekedi a promis en outre de lutter contre la corruption une fois élu, mais également de se consacrer à la réconciliation des Congolais. Mathieu Luboya, vous êtes économiste de formation, vous avez suivi tous ces chiffres. Est-ce réaliste? Bon, avant que je réponde à la question c'est réaliste ou pas, Madame Pelette, je voudrais d'abord préciser une chose, que lorsqu'on fait de la politique, il faut être responsable. Donc, responsable, que je veux dire qu'il y a des normes en politique. Il y a des normes qu'on doit pouvoir suivre. Vous voyez par exemple quand les candidats se donnent des chiffres, 100 milliards, 86 milliards, ces chiffres doivent pouvoir être édictés au moment de la campagne électorale. Donc là, on est en train de faire une campagne prématurée. Mais je me pose la question, est-ce que le président de l'IDPS l'a fait justement parce que les gens auraient dit, par exemple, qu'il n'est pas assez outillé pour pouvoir gérer la République? Il a voulu casser cette image-là il fallait absolument pouvoir... D'inexpérimenté, c'est ça selon vous? Je pense que peut-être c'était pour ça. Il fallait absolument pouvoir démontrer qu'on est en même de pouvoir gérer le pays, qu'on a des chiffres, qu'on a une certaine idée de l'économie, de la croissance. Mais vous savez, les chiffres, lorsqu'on les cite, lorsqu'on veut monter un budget, le budget, c'est le prévision en termes de recettes, le prévision en termes de dépenses. Les prévisions en termes de recettes, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de pouvoir dire les entreprises qui constituent la base de données de notre République, chacune, quel est le niveau, son apport dans le budget. Je ne sais pas si cet exercice a été fait. Je pense certainement qu'il s'est agi ici d'un politique qui a voulu prouver qu'il est en mesure de pouvoir avoir une vision de la République et qui s'est mis en dehors de la loi électorale et qui, par contre, s'est trouvé dans une sorte de démonstration sans contenu. Pour vous, c'est de la démagogie, tout simplement Je pense que d'abord, la loi électorale n'est pas respectée lorsqu'on fait cette démonstration. Cette démonstration doit être faite pendant la campagne électorale. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas certainement des éléments. L'IDPS n'a pas des éléments probants pour répondre à cette question. Donc pour vous, les 86 milliards étalés dans 10 ans, c'est pas du tout réaliste. Bon, enlevant le fait que c'est de la pré-campagne, mais entrons dans le fond, quand même, il a donné son idée, qu'est-ce qu'il va faire dans 10 ans. Je sais que le PT ou le FCC n'a pas encore donné ces chiffres. Parce qu'on est responsable. Je vous en prie, ça vous permettra peut-être de vous faire aussi une idée de ce qu'ont les autres candidats. Donc dans 10 ans, possible en tout cas d'avoir ces chiffres-là, d'élever le PIB du Congolais de 458 $ par an à 4 288 $ an, donc à peu près, nous allons passer de 1,25 $ par jour à 11,75 $ par jour. Faisable, étalé dans 10 ans. Ne nous prenez plus par rapport à la pré-campagne, mais réfléchissons par rapport aux chiffres. Non, la République démocratique du Congo est capable d'avoir un montant budgétaire important. C'est possible. Estimation. Non, vous pouvez estimer, vous êtes économiste. Je ne veux pas estimer. Pourquoi? Il faut des données fiables. On ne gère pas la République sur base d'un chapelet d'intention. Vous êtes dans un grand parti, le Parti travailliste. Donc quand on dit Parti travailliste, donc le travail... Comment vous évoluez sans données? Vous en avez quand même dans votre parti. Non, je vous dis qu'on ne gère pas la République sur base d'un chapelet d'intention. Lorsqu'on gère la République, on est en face des éléments probants qui vous permettent de pouvoir conjuguer des éléments qui permettent de répondre aux besoins de la population. Pratiquement, qu'est-ce qui est faux dans ces chiffres? Qu'est-ce qui est faux dans ces chiffres? Je ne dis pas rien de faux. J'ai dit simplement que ces chiffres ne cadrent pas avec la réalité et sur la base du fait que l'IDPS n'a pas de données qui le permettent. Je suis totalement certain. L'IDPS n'a pas de données. Il n'a pas inventé ça. Parce que mais c'est sur base de quoi? Les mêmes candidats surfent à peu près dans les mêmes chiffres, 86 milliards, 80 milliards, 100 milliards. Donc, ils sont tous dans les mêmes chiffres. Lui, il parle de 85 milliards sur 10 ans, mais il y en a qui parlent de 85 milliards sur 5 ans. Il y en a qui parlent de 114 milliards sur 5 ans. Donc, vous voyez, c'est sur 5 ans. Il y en a d'autres qui parlent sur 10 ans comme lui. Mais sur base de quoi? Quels sont les éléments qui pourraient justifier, qui sont en mesure de pouvoir amener le budget? Par contre, ceux qui sont en train de gérer la République aujourd'hui sont en mesure de dire ce qu'ils peuvent faire.
Et le moment venu, le FCC pourra dire ce qu'il est en mesure de pouvoir porter à notre peuple. Donc aujourd'hui, vous êtes incapable, même vous, des FCC, de nous faire cette petite projection. Non, nous ne sommes pas incapables, nous sommes nous sommes respectueux des lois de la République, de la loi électorale. Le moment venu, nous allons pouvoir démontrer à nos adversaires en face que nous avons le meilleur programme. Donc le moment viendra. Mais c'est vrai que vous avez le meilleur programme, le FCC, ou bon, vous dites que le FCC n'est qu'une plateforme dans la majorité présidentielle, mais moi, j'assume et je dis que le FCC ressemble un tout petit peu à la majorité présidentielle, ça c'est moi qui le dis, mais aujourd'hui vous allez soutenir, ça c'est clair, vous allez soutenir les candidats du FCC qui est de la majorité présidentielle, donc vous allez, comment je peux dire, avoir avec lui le bilan de ces 17 ans de pouvoir. Alors qu'est-ce que vous allez dire à ces téléspectateurs ou aux téléspectateurs qui vous suivent aujourd'hui et probablement aussi à vos électeurs qu'après 17 ans, voilà les bilans, et qu'est-ce que nous allons vous donner? Mais je veux d'abord corriger une chose, que M. Ramazani Chadari n'est pas le candidat de la majorité présidentielle. Il est le candidat du Front commun pour le Congo. Mais il est quoi? N'embrouillez pas le Congolais, s'il vous plaît. Ça pourrait être moi. N'embrouillez pas la population. Non. Il est le candidat et de la majorité. Il est de la majorité présidentielle. Ça pouvait être moi. N'embrouillez pas les gens, s'il vous plaît. Ouais. Donc il est candidat de la majorité présidentielle et du FCC. Il est sorti du FCC. Pas de la majorité présidentielle. J'ai dit bien qu'il est sorti du FCC parce que la combinaison de toutes les forces, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit l'opposition républicaine ou l'opposition signataire de l'accord du 8 octobre 2018, mais on vient toujours de quelque part. Chacun a mis de sa compassion pour le Congo. Chacun a mis de son énergie pour qu'ensemble nous puissions... Il est sorti du FCC, mais il a déposé sa candidature comme indépendant. Donc si vous nous voyez encore embrouiller les gars, on sait que Chadari a déposé sa candidature comme indépendant. Mais vous savez, c'est que lorsque le Front commun pour le Congo arrive à l'existence, les listes de regroupements politiques adéquats qui arrivent au niveau du ministère de l'Intérieur, il n'est pas repris sur la liste le nom du FCC. Et donc nous sommes respectueux de tout cela et c'est pourquoi il s'est présenté comme candidat indépendant, porté par cette méga plateforme qui est la nôtre. Voilà. Donc il y a vraiment toujours des explications. Hein. Donc jusqu'au dépôt de la candidature de M. Chadari comme président de la République à la CENI, le FCC n'était pas encore reconnu. Non, mais vous savez qu'il y a eu, madame, dans l'organisation qui reconnaît ces Madame Paulette, il y a eu un moment où il fallait que le regroupement politique, les partis politiques déposent au niveau du ministère de l'Intérieur les noms, le sigle de partis politiques. En ce moment-là, le Front commun pour le Congo n'était pas encore créé. Et donc le Front commun pour le Congo est créé après cela. Et donc nous n'étions pas répertoriés sur cette liste. Et respectueux des tests, nous ne pouvions pas aller quand même au-delà de ce qui nous revient comme droit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce qui confirme d'ailleurs qu'il n'est pas candidat à la majorité présidentielle, il s'est présenté comme candidat indépendant pour qu'il soit porté par tous ceux qui ont signé cette charte. C'est pas aussi une façon de tricher un peu, parce que quand il se présente comme candidat indépendant, il y a des gens, peut-être dans le Congo profond, même ici à Kinshasa, qui ne savent peut-être pas qui est Emmanuel Chadari, d'où il vient, parce que vous voulez régner votre passé, il est là comme indépendant, il veut gommer le fait qu'il est de la majorité présidentielle, donc c'est une façon, je l'affirme, de tricher par rapport à une grande partie de la population qui ne savent pas d'où vient Emmanuel Chadari. Moi, je vous en prie. Je ne veux pas qu'on fasse un débat autour de la majorité présidentielle. Et pourquoi pas? Vous êtes de la majorité. Non, moi je suis pas. Vous êtes du Front commun. Donc, oui, j'aimerais qu'on fasse un débat sur le Front commun pour le Congo. Et là, si vous dites que je puisse vous donner des arguments sur ça, je vous dirai que les FCC, le Front commun pour le Congo, a été créé pour garder et sauvegarder le lent patriotique de notre pays. Les questions du cobalt avec les fabrications de voitures numériques. Vous savez que la République démocratique du Congo devient aujourd'hui presque une demi-moitié de la réserve de cobalt aujourd'hui. La convoitise. Vous avez vu les débats qui a surgi lorsqu'il y a eu le changement du code minier. Le Congo est face à ce qu'on appelle la destruction impérialiste. Il faut pour cela des gens
capables, nationalistes, qui peuvent pouvoir faire face à cela. C'est dans ce sens que les énergies, bien évidemment que dans ce sens, étant donné qu'un gouvernement de large union nationale a été mis en place, composé essentiellement de la majorité présidentielle, de l'opposition républicaine, de l'opposition signataire de l'UIA, l'opposition à laquelle j'appartiens bien évidemment, nous avons pu voir, ayant fonctionné de manière la plus normale qui soit, et étant en mesure de pouvoir amener notre peuple pour la première fois à l'alternance politique dans ce pays, nous pouvions conjuguer nos efforts, faire bloc pour pouvoir sauver le pays. Nous poursuivons, nous restons toujours dans ce domaine des élections. Nous allons parler de la candidature commune dans l'opposition. Nous allons avoir la réaction du FCD et la réaction de Monidela sur le sort de M. Katumbi. Comme vous le savez, M. Katumbi n'a pas pu se présenter pour revenir en République démocratique du Congo pour déposer sa candidature. D'ailleurs, un internaute m'a dit de dire si on dépose ou on pose sa candidature. Les experts en français vont peut-être nous dire si on pose ou on dépose sa candidature. Il n'a pas pu le faire, mais il se bat, on le sait, par tous les moyens pour que ces élections soient inclusives selon l'opposition. Et vous le savez, les voix se lèvent pour dire que sans Moïse Katumbi, ces élections ne seront pas du tout inclusives. Nous allons poser la question à Mathieu Louboya, donc en plus de détails dans ce deuxième condensé. Nous pensons que ça va être difficile pour eux, parce que déjà, à quelques mois des élections, ils n'ont toujours pas un candidat. Je ne sais pas qu'est-ce que le manque, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'il puisse y avoir jusque-là un blocage. Mais nous pensons qu'ils peuvent bien s'organiser jusqu'à donner au peuple congolais un candidat pour l'opposition. Bon, ils sont libres de poser les critères qui les sont propre, et le candidat qui va remplir ces conditions ou ces critères, c'est celui-là qui va être désigné, un candidat unique de l'opposition. Et nous pensons toujours qu'ils doivent penser à l'expérience au niveau d'études, comme nous l'avons fait au FCC, et ils sont libres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons rien contre la machine. Après l'audit qu'il y a eu, rien ne nous prouve que cette machine est à voler, comme ils le disent. C'est bien une machine à voter. Et même un candidat aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle que nous avons suivi, qui est d'ailleurs informaticien de son État, nous a prouvé que la machine n'est qu'une imprimante et que les élections vont se faire toujours manuellement. Donc la machine n'a rien à voir. Nous sommes prêts à aller aux élections, même si on nous dit que c'est demain déjà. Nous avons hâte d'aller aux élections. Élection à RDC, Moïse Katumbi se maintient dans la course car il n'a jamais été condamné définitivement par la justice. Déclare le président des CONAD, Moïse Monidela souligne que l'autorité morale et ensemble incarne la République et ne peut pas être exclu de la course à la présidentielle. C'est un problème d'injustice. Moïse Katumbi, c'est un Congolais qui jouit aujourd'hui de ses droits civiques et politiques. Moïse Katumbi n'a jamais été condamné définitivement. Et partant de là, il est libre, il a les droits de présenter sa candidature. Pour beaucoup de millions de Congolais, Moïse Katumbi incarne la République. Lorsque nous disons pas d'élection sans Katumbi, c'est tout à fait normal. Parce qu'une élection libre, transparente et démocratique, ça voudrait dire qu'il y aura élection, mais une élection qu'on va exclure une personne. Ces membres de Ensemble pour les changements soutiennent que Joseph Kabila est président de la RDC par la grâce de Dieu, ce que pourrait être aussi le cas pour Moïse Katumbi. Mais c'est Kabila, même dans ses rêves, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il serait président de la République, de ce pays. Mais par la grâce de Dieu, il le devine. C'est pour dire quoi? Donc si c'est Katumbi, si c'est Dieu, parce que nous qui croyons, si c'est Dieu a décidé, c'est Katumbi qui sera président de ce pays, il le sera. Et personne ne peut lui en empêcher. C'est ça notre combat. Il rassure par ailleurs au peuple congolais le retour de Moïse Katumbi. Il y a les calendriers des hommes, mais il y a les calendriers de Dieu. Donc c'est pour dire que personne ne connaît ce qui va se passer demain. Donc peuple congolais, ne vous découragez pas. Il ne faut pas suivre. Moïse Katumbi va venir. Il va venir par la volonté de Dieu. Il va venir par votre volonté, vous peuple. Kabila et ses gens sont mal placés pour parler de la nationalité de Moïse Katumbi, arrangerait Moïse Monidela.
Mathieu Luboya, nous avons suivi Monidela qui se bat bec et ongle pour le retour de Katumbi, et pour lui, sans Moïse Katumbi, ces élections ne seront pas du tout inclusives. Vous partagez aussi ce point de vue? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Vous savez, d'abord, il faut qu'on revienne sur une chose. C'est quand M. Moïse Katumbi est devenu opposant. Je pense même que la substance et le contenu de son combat s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il devient opposant lorsqu'il dit « je ne veux pas qu'il y ait un troisième mandat au Congo ». C'est pas parce qu'il s'élève un beau matin qu'il présente son programme et qu'il dit directement que nous avons géré mal la République il y a 10 ans. Justement parce qu'il dit qu'il n'y a pas troisième mandat. Je m'oppose à cela. Il n'y a pas troisième mandat. Je pense que les contenus et la substance de son combat s'arrêtent là. Donc pour vous, Moïse Katumbi n'a pas du tout un programme à présenter au peuple congolais. Et il doit... Pour lui, ça, vous ne mâchez pas les mots, là, vous le dites, il doit assumer les 17 ans ou les 10 ans du fait qu'il a été gouverneur dans la province de Katanga. Mais pourquoi on donne l'impression à ceux qui l'aiment ou à ceux qui le soutiennent qu'on s'acharne contre lui, qu'on ne veut pas qu'il entre, même dans le territoire congolais? S'il est fautif, qu'il entre et qu'on l'arrête et qu'on le juge, si on doit le sanctionner, qu'on le sanctionne. Pourquoi on ne veut même pas qu'il entre en République démocratique? Non, comment on ne veut pas qu'il rentre? Vous savez, vous savez combien de prisonniers sont à Makala? Combien ont demandé d'aller se faire soigner pour des raisons évidentes de la justice ne sont pas partis? Même M. Moïse a été permis qu'il aille à l'étranger, qu'il se soigne. Et qu'il revienne au pays pour faire face à la justice. Mais il était revenu par la frontière... mais non, arrêtez-nous cette blague. C'est ça, c'est une blague. Arrêtez-nous cette blague, c'est un show. C'est un show qui pourrait s'apparenter à un cinéma. Puisque le monsieur, il est sorti du pays. Il a été autorisé de pouvoir aller se faire soigner. Il s'est fait soigner. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré pour faire face à la justice. Il est resté. Non, il est resté. Il a continué à mener des actions contre le régime en place, contre ses détracteurs. Quelle action il a fait pratiquement? Je ne veux pas entrer dans le fond, je ne veux pas faire sa publicité. Mais c'est l'émission, c'est pas question de faire sa publicité. Maintenant qu'il a compris qu'il ne peut pas se faire enrôler à l'étranger, qu'il a compris qu'il ne peut pas déposer sa candidature, il nous fait ses shows à la frontière. Qu'il revienne. Tout l'arsenal militaire qu'il fasse, parce qu'on a entendu au Katanga, de Lubumbashi vers Kasumbalé, ça c'était pour son show vers... mais vous avez suivi... Kamanda de RFI a été arrêté, c'était tout un show aussi. Non, vous avez suivi dernièrement autant de discussions sur cette question de Moïse Katumbi, pour qui je n'ai rien contre lui. C'est un citoyen congolais, j'espère bien qu'il a le droit, comme tout Congolais, de bénéficier on a l'impression que d'aller déposer sa candidature. Le problème devient personnel. Non, pas du tout. Mais seulement sur le plan politique, je garde dans ma mémoire que M. Katumbi est devenu opposant à M. Joseph Kabila, parce qu'il pensait que le président de la République allait briguer un troisième mandat, qu'il n'a jamais critiqué au fond la politique de M. Kabila, et que maintenant qu'il n'y a pas un troisième mandat, le sens de moi je ne parle pas de sa candidature, je parle du sens de son combat. Et aujourd'hui, si on vous posait une question directe, Mathieu Luboya, Steve Mbika est-il encore opposant aujourd'hui? Monsieur Steve Mbika est dans ce gouvernement de l'arche nationale comme opposant signateur de l'accord du 18 octobre. Aujourd'hui, est-ce que Steve Mbika peut dire ou peut critiquer quelque chose par rapport à M. Kabila ou autre chose? Est-ce qu'il peut le dire, ou ce sera par rapport à la solidarité gouvernementale? Aujourd'hui, M. Mbika se tait. Et aujourd'hui, moi je le suis sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, même des fois des propos de M. Mbika sur Twitter. Ce n'est pas le Mbika qu'on a connu il y a 2-3 ans, avec la même verve, la même... Est-il aussi toujours aussi opposant? Vous savez, dans notre pays, on a l'impression que lorsqu'on est en train de critiquer, on est sain, on est parfait. Parfois, il faut juger les gens sur les actions qu'ils posent lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Aujourd'hui, nous pouvons juger M. Mbika sur les actions qu'il a posées en tant que ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Parce que qu'on soit opposant, qu'on soit au niveau du pouvoir, il faut être en mesure de pouvoir répondre aux préoccupations de la base, aux préoccupations du Congo. Est-ce que M. Mbika n'a pas été à la hauteur des tâches que la République... Mais M. Mbika... Qu'est-ce qu'il a fait pratiquement à l'ESU, par exemple? Dites-le nous. Je vous dis par exemple que dans ce pays, M. Mbika a apporté ce qu'on appelle la bourse de solidarité nationale. Est-ce que vous êtes informé? Cette bourse qui donne la possibilité aux enfants de pauvres de pouvoir étudier pendant 5 années à l'université. Ça, c'est majeur. Deuxième chose, grâce à M. Mbika, et bien évidemment à l'effort du gouvernement dans son ensemble, parce que c'est un corps,
on a pu maintenir des tensions sociales grâce à une politique de concertation et de dialogue permanent. Vous savez, avec la politique de ce pays, on est habitué à pouvoir instrumentaliser les étudiants, à pouvoir faire la politique dans les universités. Avec le moment que nous avons pu passer dès la période préélectorale et maintenant la période électorale, n'eût été le sens du pragmatisme, le sens du dialogue, du nationalisme, nous aurions subi des embrasements terribles à travers la République. Nous avons même vu le panneau à l'IEC où le comité de gestion d'une université de Kinshasa qui soutenait la candidature d'Emmanuel Shadari sur le fronton d'une université de la ville de Kinshasa. Moi particulièrement, je pense que l'université moi je l'ai vu. Moi je n'ai pas cette information, merci de m'informer que dans l'université il y a des soutiens à Emmanuel Shadari. Pourquoi le comité de gestion d'une vous m'informez. La candidature des FCC vous m'informez, je ne peux rien confirmer ici, mais je vous dis ceci, que M. Mikaï, nous devons pouvoir le juger sur base. D'ailleurs, il n'a pas fait 5 ans, il a fait qu'une année et quelques mois. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'il soit dans un gouvernement, parce qu'aussi au Congo, on a l'impression que quand on est dans la gestion, on est diabolique. Et quand on est dans l'opposition, on est purement sanctifié. La République, c'est les enfants de la République. Ceux qui sont dans l'opposition font de l'opposition constructive et ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent, font de la politique pour pouvoir répondre aux défis. Transmettez le message au ministre de l'ESU qu'on empêche les comités de gestion des universités de soutenir des candidats, parce que si on soutient Emmanuel Shadari, et il y aura bien d'autres universités qui soutiendront Félix, qui soutiendront qui que ce soit, et nous ne voulons pas avoir la soldatex devant les universités. C'est le message que je vous fais passer. Je voudrais préciser que ça a vérifié. Et moi, je vous dis, je suis journaliste, je vous donne ce message. Faites passer au ministre de l'ESU que les universités sont apolitiques. Nous prenons le troisième volet. Le troisième volet, nous restons toujours dans les élections, mesdames et messieurs. La réaction de Mokia par rapport à cette machine à voter. Vous le savez, la machine à voter, il y a déjà des milliers de machines qui arrivent à Kinshasa, qui proviennent de la Corée. Et une nouvelle assez triste, vous le savez aussi, que Samsung, qui est une compagnie coréenne, ferme ses portes à Kinshasa. Ils ont dit qu'il y a trop d'appareils trafiqués, il y a trop d'appareils piratés de Samsung à Kinshasa. Voilà, nous vous le disons. Bravo à toi Zoomeko et Actualité.cd pour ces informations. Et notre rédaction a réfléchi encore une fois par rapport aux élections. Suivons. Mais si, comme ils protestent, ceux qui contestent l'utilisation de la machine à voter le font pour permettre encore le prolongement du mandat du président Kabila, estime Gabriel Mokia. Ce candidat président de la République s'est dit prêt à aller aux élections avec la machine à voter. Comme ils protestent, parce que la plupart ce sont des lieutenants de Kabila, ils créent des désordres sur le terrain uniquement pour les permettre de rester. C'est pourquoi moi je dis, machine à tricher ou machine à voter ou à voler, allons-y, nous sommes là, parce qu'eux aussi ils sont là. Il n'y a personne qui va se retirer, ils sont en train de vous endormir, de justifier ce qu'ils gagnent auprès de la majorité présidentielle. Quant à la question de la candidature commune de l'opposition, Gabriel Mokia appelle à la sincérité. À condition qu'ils soient justes, qu'ils le disent au fond de leur cœur. Si c'était que pour impressionner, parce qu'eux-mêmes ils sont concernés, ils se font de grandes vedettes, ça sera regrettable. S'agissant de la désignation d'Emmanuel Shadari Ramazani comme candidat du FCC, Gabriel Mokia s'est dit serein car selon lui, la personne ne constitue pas un adversaire de taille. Nous faisons appel à la Commission électorale nationale indépendante et aux autorités congolaises afin qu'elles prennent des mesures qui s'imposent pour garantir la tenue des élections crédibles le 23 décembre 2018 en permettant notamment l'accès au public au nouveau fichier électoral et en ayant recours à une méthode des votes qui bénéficie de la confiance de l'électorat congolais, a indiqué l'ambassade des États-Unis en RDC. A noter par ailleurs que les États-Unis soulignent en outre que le peuple congolais doit exprimer ouvertement ses opinions et choisir librement ses dirigeants sans craindre les violences ou encore les intimidations. Pour les États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo jouit d'une occasion historique d'assurer un transfert pacifique du pouvoir en décembre prochain. Rappelons que les États-Unis disent aussi être prêts à appuyer Kinshasa conformément au calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. Certains observateurs estiment que la désapprobation de la machine à voter par les États-Unis pourrait retarder les élections en ce sens que l'impression des bulletins papier est censée prendre plusieurs jours.
Mathieu Luboya, un internaute m'a dit de vous poser cette question, je vous la pose directement. Moi, mon émission est interactive. Est-ce que Steve Mbikai a choisi librement de soutenir Shadari? Monsieur Mbikai est un homme libre dans sa pensée. Monsieur Mbikai a signé la charte du FCC de manière délibérée. Et il est dit clairement dans ces dispositions que les candidats qui sera présenté, ça pourrait être lui, ça pourrait être une autre personne. Ensemble, dans une cohésion, il sera porté. Je crois librement, M. Mbikai a choisi ses choix et cette option. Donc il soutient librement Shadari. Nous revenons à la machine à voter. Le 23 décembre, les élections se tiendront, Nanga l'a dit, avec ces machines à voter. Mais ces machines à voter continuent toujours de susciter quelques polémiques, quelques tensions. Les gens n'ont pas vraiment confiance à cette machine. Et cela pose cette problématique du consensus. Pour vous, est-ce que Nanga doit encore mettre les politiques autour d'une table et réexpliquer encore ces machines à voter, ou il doit nous l'imposer? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas là pour plaire à quiconque ou à n'importe qui. Bon, je ne veux pas parler au nom de la CENI, mais je veux quand même parler comme un acteur politique et comme membre d'un parti politique qui est le Parti travailliste, mon parti. Comme un acteur politique, je vais personnellement essayer de tester la machine à voter. Ah, vous l'avez testé? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je suis allé, on m'a expliqué comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir voter. Naturellement, je n'ai pas vu d'inconvénience là. Donc, vous votez un président de la République, vous votez un député national, vous votez un député provincial, les papiers s'impriment, vous pouvez regarder les candidats qui sont là-dessus. Est-ce que c'est véritablement les candidats que vous avez choisis? Si c'est cela, vous mettez dans l'urne. Et à la fin de la journée, il sera question maintenant de pouvoir comptabiliser, non ce qui est dans la machine, mais ce qui est dans l'urne, ce que vous avez pu mettre dans l'urne. Et c'est à l'issue de cela qu'on pourra dire tel candidat président de la République a eu tel nombre de voix dans tel bureau de vote, aussi bien que pour le candidat député nationaux et provinciaux. Donc naturellement, je n'ai... Vous ne comprenez pas les réticences de l'autre camp, parce que c'est vrai qu'on n'a pas totalement tort, on n'a pas totalement raison. Est-ce que vous comprenez les réticences de l'autre camp? J'ai parlé comme un acteur politique, je pensais que c'était bon qu'on ait cette machine. Mais en tant que membre du Parti travailliste, j'ai dit ceci, que notre parti a toujours dit ceci. Avec ou sans machine à voter, il est important que nous puissions aller aux élections. Qu'on se mette d'accord sur le bulletin, on se mettra d'accord, on va aller aux élections. Qu'on dise que c'est la machine à voter qui sera le consensus entre les acteurs politiques, bien, on va aller aux élections. Il faut pouvoir donner la possibilité à notre peuple de vivre ces élections, d'opter pour ces animateurs, le 23 décembre. Nous avons vu cette image qui a fait le tour du monde, cette vieille dame, permettez l'expression, nous avons le respect des vieilles dames, cette vieille dame à l'est de la République qui avait des difficultés à lire son écran. Elle était vraiment tout près de l'écran et c'était pour elle difficile de déchiffrer un peu ce qui se trouvait dans l'écran. Est-ce que pour vous, cette machine à voter, Mathieu Luboya, ne va pas casser aussi le secret des urnes? Parce que là, elle avait demandé de l'aide, qu'on vienne l'aider pour voir c'est qui. Est-ce que cette machine aussi ne va pas casser le secret des votes? Je vous réponds que déjà, d'entrée de jeu, je ne m'oppose pas du fait qu'on doit pouvoir peut-être avoir des élections avec le bulletin, comme on a eu les élections en 2006 et en 2011, et que je ne m'oppose pas qu'on ait une machine à voter. Mais seulement, je voudrais rappeler quelque chose en tant qu'analyste. Lorsque vous prenez par exemple le bulletin que nous avons eu en 2011, vous pensez que c'est aussi facile de déchiffrer et de trouver votre candidat? Il y a des gens qui ont fait recours. Et ça n'a pas brisé le secret de vote. Donc, ce n'est pas là la grande question. Moi, je pense que les acteurs politiques doivent pouvoir se dépasser. Que ce soit le bulletin, on aura des bulletins avec 19 000 candidats. Vous imaginez, ça sera un livre. Vous pensez qu'une personnalité ou un personnage âgé va facilement pouvoir se retrouver dans ces livres de candidature? Je ne pense pas. De la même manière que vous avez trouvé cette difficulté pour la machine à voter, de la même manière qu'on pourra avoir des difficultés pour les bulletins de vote. Mais vous savez, les bulletins de vote, le grand souci pour moi, parce que je veux absolument que nous ayons des élections en décembre, le grand souci est que les bulletins ne peuvent être imprimés que lorsqu'il y a contentieux. C'est à l'issue des contentieux qu'on peut pouvoir faire appel à des bulletins. Est-ce que cela ne va pas poser de problème pour la date butoir du 23 décembre 2018? C'est là la grande question qu'on se pose. Mais que les acteurs politiques se mettent d'accord autour d'un mode ou d'un aspect, bulletin
ou machine à voter. Nous sommes pas... Vous êtes candidat à la députation provinciale de la commune de Lansele. Il y a plus d'un millier, le chiffre même exact m'échappe, plus d'un millier de candidats pour 780 postes à pourvoir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Est-ce que la CENI ne doit pas peut-être rendre plus rigoureux le critérium pour avoir un chiffre quand même un peu plus, je ne sais pas, condenser un peu les chiffres et permettre... C'est trop. Pourquoi tout le monde aujourd'hui se bat pour être député? Moi, je vous pose la question, pourquoi Mathieu Louboya, économiste de formation, ancien banquier, vous l'avez dit, conseiller principal chargé de la coopération à l'ESU, pourquoi vouloir être député? Vous courez derrière quoi? Derrière les émoluments des députés? C'est la raison principale aujourd'hui qui pousse les gens à aller à la députation. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas à la députation provinciale? Bon, je ne vais pas répondre à la place des autres candidats députés provinciaux. Vous êtes là, j'ai un candidat avec moi. Moi, je suis candidat. Avec tous les postes que j'ai cités. Je crois que pourquoi être député? Vous savez, vous m'avez présenté ici comme président sectionnaire du Parti travailliste. Vous voyez à quel niveau je me trouve? Je me trouve au niveau de la base. Je ne suis pas un président fédéral, je ne suis pas un secrétaire national avec toute sa grandeur et sa splendeur pour dire que la politique commence à la base. Et je suis proche de la base. Je connais les préoccupations de la base. Ça, c'est la première chose qui m'anime. Et vous verrez, dans ma façon de faire, c'est cela. Mais autre chose, c'est que la politique, on doit faire de l'innovation. J'apporte une innovation. Le renouvellement de la classe politique? Non, pas du tout. Pas simplement le renouvellement, parce que vous savez, le renouvellement, c'est aussi au niveau mental. On peut être jeune, mais être mentalement vieux. Rajeunissement, tout ça. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis dans quelque chose... Un souffle nouveau. Un souffle nouveau que je vais apporter à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'idée m'est venue du fait qu'aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. La décentralisation. C'est le mode opératoire du fonctionnement de la République démocratique du Congo. Nous avons des entités territoriales décentralisées. La République, elle est tellement dimensionnelle qu'il fallait donner des pouvoirs et des compétences à des entités qui permettent à ces entités de pouvoir conjuguer des efforts, mettre en exergue de programmes, les exécuter, apporter le développement dans les coins. Mais qu'est-ce qui se passe? La décentralisation est mal perçue et l'apport de ceux qui sont les acteurs majeurs, les députés provinciaux en font partie parce qu'ils sont élus dans les entités territoriales décentralisées, comme par exemple la commune. Dans notre ville, province de Kinshasa, est une circonscription électorale. Mais pendant 9 ans, les députés provinciaux ont apporté en moyenne 2 lois par an. Ce qui est largement insuffisant. Ils ont largement échoué, en fait. Donc, c'est largement insuffisant. Mais en termes maintenant de réponses qu'ils ont apportées en termes de édits provinciaux, ces édits se sont concentrés essentiellement sur les finances. Les taxes et les impôts. Les autres secteurs vitaux qui constituent la vie de tous les jours dans le peuple ont été absolument négligés. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, lorsque les députés vont aux élections, ils soutiennent simplement le programme du candidat président de la République sans pour autant dire essentiellement et concrètement ce qu'ils vont pouvoir faire dans leur circonscription électorale en termes d'édits. Parce que la loi, c'est ce qui permet à l'exécutif de pouvoir fonctionner. Et là-dessus, je ne voudrais pas faire une campagne prématurée. On aura le temps de pouvoir aborder le fond et le contenu de ce que je vais apporter à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas les émoluments ne vous attirent pas? Non, pas du tout. J'étais banquier, j'ai fait l'import-export, je suis conseiller du ministre, j'ai fait mes propres affaires. Donc, ce n'est pas les émoluments qui me concernent. Parce que dans cette République, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas députés. Ok. Nous clôturons ces dossiers des élections. Nous allons en Namibie. Vous le savez, il y a eu le 38e sommet des chefs d'État de la SADC. Et vous le savez, beaucoup de gens ont vu le dauphin avec le chef de l'État. Ça a suscité beaucoup de réactions. Beaucoup de gens se posaient la question pourquoi Joseph Kabila a amené le dauphin. Il y en a qui ont dit que c'était déjà pour le faire introduire dans les cercles des chefs d'État. Nous aurons aussi la réaction de Georges Kapiamba par rapport à ce sommet. Les chefs d'État de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, participent depuis ce 17 août 2018 au 38e sommet à Windhoek, en Namibie. 2 jours durant, les chefs d'État de la SADC vont échanger sur l'intégration régionale, d'autant plus que plusieurs États membres souffrent de graves crises économiques. Mais sur la table des chefs d'État, on trouve aussi quelques dossiers brûlants comme le processus électoral en RDC, au Zimbabwe et à Madagascar. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé sur place ce jeudi 16 août.
Dans sa suite, hormis quelques officiels congolais, dont le ministre d'État au commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, le président de la CENI Corneille Nanga et le directeur de cabinet du chef de l'État Néhémie Mouilania, l'on note la présence d'Emmanuel Ramazani Shadari, désigné dauphin le 8 août dernier par Joseph Kabila. Une première sortie officielle pour les candidats du Front commun pour le Congo à la présidentielle de décembre prochain. Pour le membre de la SADC, Joseph Kabila doit encore convaincre que le processus électoral peut garantir la stabilité dans son pays. Présent également le tout récemment élu Emerson Mnangagwa de Zimbabwe. La SADC suit aussi de près la situation au Lesotho et il y a une mission de maintien de la paix. Pour preuve, c'est en compagnie du nouveau médiateur nommé par l'organisation que le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, président sortant de la SADC, a fait son entrée ce jeudi. Avec 4 nouveaux chefs d'État, beaucoup espèrent qu'une nouvelle dynamique va s'imposer au sein de l'organisation, tant sur le plan politique qu'économique. C'est donc la Namibie qui prend le bâton de commandement de la SADC après l'Afrique du Sud au cours de ce 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. La CAGE estime qu'il est de bonne loi pour le président de la République actuelle de faire ses adieux à ses pairs de la SADC à l'issue de ses 2 mandats constitutionnels. Prenons tout simplement acte du fait que les chefs d'État et des gouvernements de la région de la SADC ont voulu quand même qu'il fasse ses discours, ce qui établit clairement que pour eux, c'est sa dernière fois de participer au sommet de cette organisation sous-régionale et qu'il ne peut plus engager la RDC dans les jours à venir. Cependant, Georges Kapiamba, président national de cette association, veut à tout prix que le Premier ministre rassure les Congolais que le Trésor public n'a pas pris en charge le frais de voyage et de séjour du dauphin de Joseph Kabila. Nous avons tout simplement adressé notre lettre de la CAGE au Premier ministre chef du gouvernement pour lui demander de rassurer le peuple congolais sur le fait que le voyage de M. Emmanuel Shadari ainsi que son séjour à Windhoek en Namibie à l'occasion du 38e sommet de la SADC, que les frais de son voyage et son séjour n'ont pas été pris en charge par le Trésor public, étant donné qu'il a été vu dans la suite de la délégation du chef de l'État, alors qu'il n'a aucune fonction officielle qui pouvait justifier sa présence. Donc, pour nous, c'est une question de bonne gouvernance et de redevabilité. Pour votre gouverne, c'est un 38e sommet de la SADC basé sur l'intégration sous-régionale auquel Joseph Kabila a pris part. Mathieu Lugoya, vous avez suivi la réaction de Georges Kapiamba. Aucune fonction officielle qui nécessite sa présence, donc la présence d'Emmanuel Shadari en Namibie. Est-ce que c'était pour le chef de l'État sortant une façon d'introduire son dauphin parmi les chefs d'État? Bon, je voudrais répondre comme ceci. Parce que M. Emmanuel Shadari, c'est d'abord un homme politique important de ce pays. Il est à la tête d'une formation politique importante. Mais je voudrais aussi souligner une chose. Lorsque les radicaux vont dans des ambassades, vont dans des réunions, sont reçus à l'Élysée, sont reçus par des présidents de la République, ça ne pose aucun problème. Quand ils sont reçus par les présidents... Qui sont reçus? Les radicaux? Les radicaux. Les opposants? Non, je ne parle pas d'opposants, parce qu'il faut faire un distinguo entre l'opposition au sens strict et du radicalisme, l'extrémisme. Lorsqu'ils sont reçus par des ambassadeurs, lorsqu'ils sont reçus à l'Élysée ou à n'importe quel endroit, ils le font en tant qu'équipe officielle. M. Ramazani Shadari est à la tête d'un parti politique important, il peut se faire recevoir. Ici, à l'étranger, je ne trouve aucun inconvénient. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, ses adieux à ses pairs africains. Pour vous, il a dit, je vous dis simplement au revoir, on se reverra bientôt. Beaucoup de commentaires ont fusé après ces mots. Pour vous, qu'est-ce qu'a voulu dire implicitement
le chef de l'État. Une façon pour dire que je remplirai peut-être dans 5 ans. Beaucoup de suppositions ont été dites par rapport à Je ne veux pas être vraiment extrémiste. Et je voudrais dire ceci, que les gens soient tranquilles. On ne doit pas pouvoir s'agiter. Vous savez, l'action ou l'acte posé par le président de la République, parce que vous savez, la question du 3e mandat n'a pas été posée simplement en 2014-2015. C'est une question qui a été posée depuis 2007. Il briguait pour la première fois la magistrature suprême après les élections, et la question lui a été posée de savoir est-ce qu'il respectera la Constitution. Et la réponse était claire, après le mandat que j'exerce, si je suis réélu, je resterai, et après, je respecterai la Constitution. Les prescrits constitutionnels seront respectés. Maintenant, vous savez qu'il a donné une leçon de démocratie à beaucoup de ses pairs qui sont déjà dans la SADC. Et donc, vous savez, il sera pris comme un sage. Il sera pris comme un sage. C'est un acte de bravoure, le fait de respecter la Constitution. Non. C'est un acte de bravoure. Non, je ne voudrais pas répondre tic au tac. Je voudrais d'abord dire que le fait qu'il a donné cette leçon de démocratie à ce père, et donc il pourra être un creuset de sagesse. On pourra toujours recourir à lui. C'est pourquoi il dit à bientôt. Il est sorti par la grande porte, selon vous, hein, Joseph Kabila. Mais il a respecté la Constitution. Et si ce n'est pas un acte de bravoure, je ne sais pas les définir ainsi, mais pourquoi autant de félicitations et pourquoi autant d'étonnement dans les chefs de ceux qui avaient prôné hier de la violence, des insultes, des sifflets? Pourquoi autant d'étonnement si cela n'était pas un geste de bravoure? C'est pour dire que la République démocratique du Congo a été inscrite sur la voie définitive de la démocratie, et cela est important de pouvoir féliciter celui qui permet à notre pays de pouvoir connaître cette alternative, cette alternance politique dans ce pays pour la première fois. Je ne trouve pas d'inconvénient qu'on puisse féliciter le président de la République pour cette action, et je me dis qu'il a vraiment désillusionné tous les radicaux et tous les impérialistes. Je sais que Steve Bika est votre président. Et contre les impérialistes, il est vraiment de celui qui est souverainiste, la RDC d'abord, pour paraphraser Donald Trump, la RDC d'abord. Alors beaucoup de gens se posent la question, Corneille Nangaa est allé faire quoi en Namibie? Nous l'avons vu, qu'il expliquait aux gens comment cette machine doit fonctionner. Et ce n'est pas une façon de braver cette souveraineté tant vantée par votre président, tant vantée par les non-impérialistes. Parce qu'il a dit, nous assumons, nous allons payer nos propres élections, nous allons financer nos propres élections, pas question que les impérialistes viennent fourrer leur nez dans nos élections. Alors pourquoi Corneille Nangaa doit aller là-bas et expliquer à notre chef d'État le fonctionnement de cette machine, qui est une invention congolaise? Je vais répondre en tant que nationaliste et membre du Parti travailliste. Est-ce que cela brave ou pose problème quant à la vision que nous avons du nationalisme et de l'impérialisme? Je ne crois pas. La République démocratique du Congo est un pays qui appartient à beaucoup de structures régionales et internationales. Il faut le savoir. Ça, c'est de 1. De 2. Lorsque le Parti travailliste dit non à l'impérialisme, non à l'ingérence, au même moment, les partis disent ceci, oui à la coopération, oui au respect, oui à la souveraineté de notre pays. Donc, au-delà du nationalisme, au-delà de l'impérialisme que nous condamnons à l'ingérence, nous ne sommes pas un pays seul. Nous voulons pouvoir coopérer et être respectés comme pays. Et donc, étant donné que nous sommes dans une structure, je ne trouve aucun inconvénient pour rassurer bien évidemment les radicaux qui, de temps à autre, vont dans ces structures. Mathieu Luboya, moi j'aime les réponses pratiques. Où s'arrête la souveraineté de notre pays? Mais la souveraineté de notre pays... Dans quel domaine on ne doit pas s'impliquer et dans quel domaine on peut s'ouvrir? Parce que quand vous dites, nous n'avons pas besoin de votre argent pour les élections, mais nous avons besoin de votre argent pour curer nos caniveaux, alors les gens se posent la question, où commence la souveraineté et où s'arrête la souveraineté? Mais vous pensez qu'en expliquant comment fonctionne la machine à voter, c'est l'option qui sera levée et qui sera imposée à la République? Non. Mais il faut rassurer... Il a dit qu'il ferait les élections avec cette machine. Il n'a pas besoin de consensus, il n'a pas besoin de... Je ne reviens pas sur cette question parce que là-dessus, je dis que ce soit la machine ou pas la machine, nous sommes partants. Mais je ne dis pas que c'est l'option qui sera levée par la SADC, qui sera imposée à la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo en fait partie. Il y a des acteurs politiques de ce pays
qui vont de temps en autre dans des voyages pour expliquer, pour faire la contre-campagne. Et vous voulez que la République fasse quoi? Disent allez faire la contre-campagne et nous n'allons rien dire. Non, il faut que nous puissions expliquer aussi à nos partenaires, parce que nous ne sommes pas un pays seul. De temps à autre, il y a des gens qui payent leurs billets chers et qui payent énormément, payent énormément de l'argent pour de lobbying, pour détruire le pays. Qui sont vos partenaires? Les Sud-Africains, les Namibiens et les autres, mais les Européens, les Français, les Belges, les Américains, les Anglais ne sont pas vos partenaires. Non, mais vous expliquez comme... Mais non, il y a les ambassades de tous ces pays ici, que ce soit les pays européens, mais qui sont vos partenaires? Que ce soit les pays... vous pouvez expliquer ça à la SADC, mais vous ne pouvez pas expliquer aux États-Unis ou à la France le fonctionnement de cette machine. Parce que si vous expliquez à la France, là vous expliquez aux impérialistes, on ne comprend pas très bien. Expliquez un peu. Je me dis que la question d'explication de comment fonctionne la machine à voter n'a rien à voir avec la souveraineté du Congo. Parce que l'option a été levée. Les élections seront financées totalement par le gouvernement congolais. Là-dessus, il n'y a pas de discussion à faire. La logistique a été mise en place pour pouvoir soutenir cela. L'argent est débloqué de temps à autre pour pouvoir opérationnaliser cela. Et donc, à la question maintenant de savoir est-ce que cette machine à voter rassure tous les acteurs politiques en termes de crédibilité, je crois que c'est à cet exercice que la Commission électorale nationale indépendante, qui est d'abord une structure indépendante, est en droit de pouvoir le faire. Et ça n'a rien à voir avec notre souveraineté. Ça n'a rien à voir avec les options que notre pays lève. Donc, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Nous allons à Bukavu, mesdames et messieurs, vous le savez, hein, l'incendie qui a décimé plus ou moins 100 maisons à Bukavu, ça a suscité beaucoup de désolation. Nous allons en parler tout à l'heure et nous revenons à Kinshasa pour parler du procès des Filimbi à Makala. Un incendie de source inconnue a décimé ce vendredi 17 août près de 200 maisons dans la commune d'Ibanda à Bukavu dans le sud Kivu. C'est aux environs de 17 h que le feu s'est déclaré dans une maison, rapportent certains témoins, et s'est propagé dans tout le quartier. Dans cette agglomération, la plupart des maisons sont construites en planches. Les victimes sans abri sont inconsolables car elles ont tout perdu. Faisant chemin, le feu n'a pas pu épargner la clinique Étoile du Congo, la seule structure médicale du quartier. Selon l'un des médecins de ce centre hospitalier, le docteur Pierre Kassolé, l'œuvre de 10 ans a été réduite en cendres en quelques minutes. Nous avons perdu de la toiture jusqu'au pavillon, dit le docteur Pierre Kassolé. Ce médecin a également renseigné que les 50 malades qui suivaient ont été évacués et tout le matériel que possédait l'hôpital est parti en fumée. La pharmacie évaluée à près de 5 000 $ contenant presque tout le produit est aussi parti en fumée, renchérit-il. Signalons par ailleurs qu'à la veille, un autre incendie s'était déclaré dans la commune de Kadoutou, consumant ainsi une vingtaine de maisons. Courageux qui, au prix de leur propre liberté, sont en train d'écrire l'histoire de la liberté de notre pays. Je suis conscient, Monsieur le Président, et l'histoire retiendra que nous sommes en train de vivre un moment éminemment historique. La décision que vous rendrez, Monsieur le Président, sera analysée 30 ans plus tard dans les facultés de droit. Parce que c'est l'histoire de la liberté de notre. D'un ton mélancolique, les conseils des militants Filimbi et autres jeunes pro-démocratie demandent aux juges d'acquitter leurs clients qui, selon eux, sont victimes d'un bon nombre d'antivaleurs. D'abord l'arrestation arbitraire, l'imputation dommageable, ajoutez à cela la falsification juridique dans l'objectif d'obtenir la condamnation de ces jeunes activistes, précisent les conseils. Face aux griefs retenus par l'organe de la loi à la charge des activistes, notamment l'incitation à la haine et l'atteinte à la sûreté de l'État, les militants clament leur innocence. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent. J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter ainsi que mes amis. Pour Maître Chris Chemassi, la vérité est une, c'est celle qui a été suffisamment étalée par les conseils pendant la plaidoirie, mais les derniers mots reviennent au tribunal.
Moi je pense qu'ils ont 100% des chances d'être acquittés. Tout était clair dans les arguments de la défense. Nous comptons sur l'indépendance des juges. Ça ne dépend pas de nous, mais nous espérons que le tribunal sera complètement indépendant pour rendre un verdict qui rentre dans le cadre de la loi et de la Constitution de la République. A noter que les activistes pro-démocratie devront garder leur souffle en prison avant de connaître leur sort à la suite de la décision du juge après 10 jours. Mathieu Luboya, aujourd'hui, quand on parle de l'Est, il n'y a plus seulement les viols, il n'y a plus seulement la guerre. Aujourd'hui, c'est l'Ebola aussi. L'Ebola a quitté l'Ouest pour l'Est aujourd'hui. Pour vous, c'est déjà la 10e épidémie d'Ebola. Mais le professeur Muyembe a quand même trouvé un produit pour soulager tant soit peu cette population. Alors, quelle est votre réaction à chaud par rapport à ces images de feu, d'incendie à Bukavu? Bon, moi je compatis, parce que vous savez, en tant qu'humain, nous ne pouvons pas rester insensibles face à la souffrance, face aux actions qui peuvent peut-être nuire à la vie et détruire la vie. Donc je compatis à cela. Par rapport à la maladie, vous savez, la République doit pouvoir produire. Et pour produire, il faut des gens en bonne santé. Donc c'est une préoccupation majeure et c'est un cri aussi à l'endroit du gouvernement. Je pense que les efforts sont faits dans ce sens, de pouvoir lutter convenablement de la manière la plus efficace et efficiente pour que cette maladie soit éradiquée et permette aux Congolais d'être à l'abri de la mort, donc d'être à l'abri de l'improduction, parce qu'étant malade, on ne peut pas produire. Mais comment expliquez-vous cette résurgence d'Ebola? Il y a quelques semaines ici, le ministre avait déclaré la fin de cette épidémie, et quelques semaines plus tard, pof, c'est à Béni que cette maladie ressurgit. Comment expliquer? Est-ce que c'est la pauvreté, l'insalubrité? Qu'est-ce qui explique cette maladie en République démocratique? Moi, je pense qu'il faut faire peut-être la thérapie et les diagnostics du milieu pour pouvoir réellement dénicher ce qu'il en est de raisons qui poussent à cela. Mais vous savez, je parle ici en tant que Congolais libre et qui ne parle pas comme un acteur politique. Je parle avec la passion que j'ai pour le Congolais et pour mon pays. Je pense que nous sommes suivis par les autorités et je crois qu'ils sont assez responsables. Ils sont en train de mener des actions dans ce sens et j'espère bien que la maladie sera éradiquée. Aujourd'hui, c'est vraiment une peur bleue, Mathieu Luboya, que cette maladie atteigne la ville de Kinshasa. Vous voyez le scandale humanitaire si cette maladie atteignait cette mégapole de plus ou moins 11 à 12 millions d'habitants? Les actions sont menées et j'espère bien, je le souhaite vraiment, que cette maladie n'atteigne pas Kinshasa et je crois fermement, je suis aussi chrétien, j'espère bien que ça va pas atteindre. C'est pas que nous minimisons les Congolais qui sont à l'intérieur du pays, mais quand même, la concentration à Kinshasa est assez forte. Oui, je crois que le gouvernement agit. Il y aura des solutions. Vous avez suivi aussi le procès des Filimbi. Chris Etchemassi a parlé de l'indépendance des juges. Vous y croyez à l'indépendance des juges congolais? Je crois que tous les Congolais y croient. Je crois que le Congolais, la nation sans justice, elle ne peut pas se construire. Cette nation a besoin de la justice et cette justice, elle existe. Et pour preuve, vous avez vu, même quand vous parlez de M. Moïse Katumbi, quand il fait appel au Conseil d'État pour sa candidature, c'est parce qu'il croit à cette justice. Quand il fait appel au président de la République pour une mesure assez exceptionnelle pour lui, c'est parce qu'il croit encore à la justice. Donc nous croyons en cette justice. Et donc j'espère bien pour tout un chacun des citoyens congolais qui se trouvent dans des situations horribles ou des situations compliquées, qui se remet à la justice, pour moi, que le magistrat qui a l'indépendance prononce une justice qui soit convenable pour lui. Donc voilà. L'incitation à la haine, il y a beaucoup de griefs retenus contre les Filimbi. Est-ce que vous pensez vraiment que ces mouvements citoyens sont des mouvements terroristes? Parce que j'emploie l'expression de Lambert Médé. Est-ce que pour vous, vous croyez à l'action sociale de ces mouvements citoyens ou pour vous, ce sont des mouvements subversifs? Personnellement. J'ai participé à beaucoup de conférences et beaucoup de séminaires sur la jeunesse, sur ce qu'on appelle les mouvements citoyens. Dans le vrai sens du terme, ces mouvements sont créés pour apporter un autre message. Mais vous savez, il est toujours remarqué qu'il y a des gens qui en profitent pour recruter de jeunes et les utiliser pour des actions qui n'ont rien à voir avec un mouvement citoyen. La citoyenneté ne peut pas appeler à la violence. Mais vous remarquerez que dans
ce mouvement, on est sur le net, on lance des injures, on met des vidéos où il y a des insultes, des colubés, etc. Vous verrez dans des correspondances, on écrit avec beaucoup de violence. Lorsque vous regardez les débats entre jeunes, il y a beaucoup de violence. Donc, on s'écarte un peu de la mission première d'un mouvement citoyen pour pouvoir se transformer en un mouvement terroriste. Nous allons parler de la lettre de protestation de l'UDPS. Vous le savez, l'UDPS a réagi fermement quand le président sud-africain a reçu Emmanuel Shadary seul. Ils ont dit pourquoi cela? Parce que Emmanuel Shadary n'est pas encore le président de la République démocratique du Congo. Il n'est qu'un candidat potentiel d'un regroupement en politique. Il n'avait pas droit à autant d'égards. Donc c'est un peu la réaction de l'UDPS. Et nous allons parler aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans sa lettre au président sud-africain, le secrétaire général de l'UDPS a d'abord salué l'intérêt que manifeste Cyril Ramaphosa à la situation politique de la RDC et son implication dans la résolution de la crise que traverse le pays. Cependant, le tête-à-tête Cyril Ramaphosa, Emmanuel Ramazani Shadary du 10 août dernier à Kinshasa n'a pas été apprécié par l'UDPS. Jean-Marc Aboun reproche à Cyril Ramaphosa d'avoir privilégié qu'un seul candidat à la présidentielle de décembre. Emmanuel Shadary étant le dauphin de Joseph Kabila, président sortant, l'UDPS est tenté de croire que le président sud-africain soutiendrait déjà la continuité au pouvoir. L'UDPS ne part pas par quatre chemins pour dire que le président sud-africain a par ce geste choisi son camp et par la même occasion, il aurait présenté déjà au peuple congolais le futur président de la République. Dans cette lettre, l'UDPS n'a pas cependant soutenu qu'elle refusait un quelconque entretien avec le président sud-africain si ce n'est pas de lui présenter sa protestation. Dans une déclaration faite ce lundi 13 août 2018, les membres du Conseil de sécurité se sont félicités des mesures prises récemment dans le processus électoral congolais avec l'enregistrement des candidats aux élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre prochain. Le Conseil a encouragé le gouvernement congolais et la CENI à veiller à ce que toute demande d'appui logistique et technique à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC soit formulée dans le délai afin de permettre à l'opération de maintien de la paix d'apporter les soutiens sollicités. Les 15 membres du Conseil ont par ailleurs souligné l'importance pour toute la classe politique congolaise et des institutions chargées d'organiser les élections de garantir la réussite du processus électoral jusqu'à son terme. Ils ont réitéré qu'une mise en œuvre efficace, rapide et sincère de l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris les mesures de confiance de l'accord, ainsi que le respect des droits fondamentaux et du calendrier électoral, est indispensable pour garantir les élections pacifiques et crédibles le 23 décembre. À noter que les 15 membres du Conseil de sécurité se disent prêts à accompagner le processus électoral en RDC. L'ONU a en outre encouragé toutes les parties prenantes congolaises à créer les conditions nécessaires pour assurer un environnement propice à la conduite pacifique et inclusive des activités politiques et faire en sorte que les élections se déroulent dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et d'inclusion. Mathieu Lubuya, est-ce que l'UDPS a raison de se plaindre de ce traitement de faveur, selon elle, d'Emmanuel Shadary par rapport lors de la visite du président sud-africain? Pourquoi il a reçu seulement Emmanuel Shadary? Je ne voudrais pas vraiment penser que c'est de l'agitation. Je ne voudrais pas vraiment penser que c'est de l'agitation. Mais vous savez, pendant que nous étions dans les discussions de l'accord de la Saint-Sylvestre, on a vu M. Félix prendre son avion et aller en Afrique du Sud rencontrer le président Zuma. Il a pris son avion, il est allé au niveau de Brazzaville, il a rencontré le président Sassou. De la même manière, il est même allé plus loin. Non, attendez, mais nous parlions à l'époque, attendez, j'arrive. Il est allé jusqu'à voir et rencontrer le président de l'Union africaine. À l'époque, il était le prétendu candidat Premier ministre. Ça n'a pas posé problème. Ça, c'est de 1. De 2, il faut savoir que dans les relations politiques, il y a aussi ce qu'on appelle les affinités politiques. Les présidents de nos différentes républiques sont libres de choisir leurs amis. Ils sont totalement libres et avoir des affinités politiques personnelles.
Vous allez par exemple en France. À l'époque, nous avons des élections entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy est reçu par Angela Merkel, pas comme président de la République, mais comme président à l'élection présidentielle. Comme candidat à l'élection présidentielle. Donc ce sont des affinités et c'est une pratique qui peut exister. Donc je trouve vraiment que c'est de l'agitation. Il ne faudrait même pas, à mon sens, les élections qui vont être organisées, les électeurs sont les Congolais. Les électeurs, ce n'est pas le président Cyril Ramaphosa. Et donc dire que parce que le président Ramaphosa a vu le candidat du FCC, absolument le candidat du FCC sera... Il n'a pas déjà choisi son camp. Il n'a pas choisi son camp. Mais vous savez, il a choisi son camp, non? Mais c'est pas lui qui élit. C'est pas lui qui va élire un président de la République. Il ne faut pas s'agiter. Le président Ramaphosa est un président d'un pays. Il est autorisé à avoir des affinités politiques, à rencontrer qui il veut. On ne lui impose pas qui il doit rencontrer. De la même manière, demain, il peut rencontrer n'importe quel homme politique, même de l'UDPS, même de notre parti politique, ça n'a rien à voir. Les Congolais sont souverains, ils vont aller aux élections le 23 décembre, il faut se calmer, et c'est en ce moment-là, la vérité des urnes va pouvoir porter le meilleur d'entre les Congolais à la fonction suprême de notre pays. Nous avons suivi aussi ces propos du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande allégeance au gouvernement d'écrire un peu tôt pour permettre à la machine de la MONUSCO de faire son travail. Vous êtes sûr que cette fois-ci, pendant les élections de 2018, on ne demandera pas l'aide logistique de la MONUSCO? Mais vous avez vu que nous avançons très bien, le gouvernement avance très bien avec la logistique, les hélicoptères sont là, les camions sont là, et derrière, à la dernière minute, vous savez qu'aux élections de 2011, nous avons eu des problèmes. Parce que nous comptions sur la logistique de la MONUSCO et à la dernière minute, nous avons été trahis parce qu'il n'y avait pas la logistique, ni l'intervention de nos structures de l'armée. Nous n'aurions pas organisé ces élections. Donc la République démocratique du Congo est constituée des hommes intelligents, des femmes intelligentes, des hommes capables de pouvoir apporter l'émergence, de pouvoir apporter quelque chose. Nous sommes en mesure de pouvoir organiser ces élections. Je félicite le gouvernement pour les actions de concrétisation et des mobilisations de fonds, mais aussi de mobilisation de la logistique. Nous allons terminer par nous-mêmes, on parle assez peu de nous, nous allons parler de la loi sur l'audiovisuel, ça s'est tenu lors d'une conférence de GED, notre structure qui prend sous ses ailes les journalistes en danger, et nous allons parler aussi de l'environnement, un secteur vraiment oublié, et on a reproché à nos candidats à la présidence de la République, j'espère que le message passe pas aux candidats du FCC, de mettre aussi en exergue l'environnement qui est aussi un secteur très très clé aujourd'hui pour la protection de notre planète. Plus de détails. Cette loi Mutinga, qui structure le domaine de la communication audiovisuelle, tant du point de vue de la typologie des entreprises de communication audiovisuelle que celui du contenu des programmes, des activités audiovisuelles et des prestations spécifiques, a été transmise au président de la République pour promulgation par les présidents de 2 chambres du Parlement le 20 juin 2011. 8 ans après, la promulgation de ce texte se fait toujours attendre. Son initiateur, le sénateur Modeste Mutinga, s'en remet aux organisations de la presse afin que celles-ci s'en approprient. L'article 136 de la Constitution prévoit que, dans un délai de 15 jours de la transmission, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat s'il peut y avoir une deuxième lecture. Cela n'a pas été fait. Dans notre cas, aucune nouvelle délibération n'a été demandée par le président de la République. La promulgation n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. 8 ans après, nous en appelons à la bonne diligence du directeur du cabinet du président de la République pour que cette importante loi soit publiée au journal officiel de la République. Et au cas où le directeur de cabinet ne réagissait pas, nous serions en droit de saisir le Conseil d'État et nous serions en droit de solliciter l'appui de la profession. À quelques mois de la tenue des élections, il y a nécessité d'une législation appropriée et adaptée aux enjeux du secteur de la communication audiovisuelle, secteur du reste névralgique de la nation, ce qui permettra une alternance démocratique dans la paix et la stabilité au sommet de l'État.
Pourquoi on en veut à... Les supermarchés ne sont pas les producteurs des sachets. Vous dites qu'aujourd'hui, au niveau des usines, on continue à fabriquer et à vendre des sachets. C'est bien de prendre une décision, mais il faut en mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir accompagner la population. Ils sont déjà essoufflés pour enlever les ordures. Ils soufflaient pour ramasser les bouteilles en plastique. Et que ce soit l'usine Coca-Cola, si je dois citer les noms, que ce soit Bakongo, ils continuent à utiliser les bouteilles en plastique pour mettre les jus. Et quand tu vas à Matadi aujourd'hui, tu verras qu'il y a des jus qui viennent dans des bouteilles en plastique qui entrent au pays. Ça montre qu'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, la décision peut être bonne, mais il faut savoir comment les canaliser. Nous devons arriver à copier les autres, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu de mesures d'encadrement, d'accompagnement. Pour dire qu'on se lève un matin, on prend une décision. Il n'y a pas une sensibilisation même par rapport à la population. Je prends le cas de nous, les pépiniéristes. Est-ce qu'on a on a préparé des sachets qu'on devait mettre à notre disposition pour pouvoir multiplier les plantes. Étant donné, on doit continuer à multiplier les plantes parce qu'ils ont beaucoup de projets d'embellissement de la ville où on a besoin de plantes. Les plantes ne viennent pas de l'extérieur du Congo, une bonne partie. Et on doit les faire comment? Comme je l'ai dit, c'est bien de prendre une décision. Mais il faut bien étudier la décision de telle sorte que la population puisse arriver à se retrouver. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement. On travaille en collaboration. On m'a toujours dit aujourd'hui la manière dont le Congo est géré par rapport à son environnement. On sent qu'on a affaire à des dirigeants amateurs. Ils parlent à Kinshasa, mais à l'intérieur, ça continue. C'est le ministre de l'Industrie nationale, pas provincial. Nous savons déjà savons que la province avait déjà failli parce que ça fait déjà 4 ans qu'il y a un document signé par les gouverneurs qui hésitent et qui n'ont jamais mis en application. Mathieu Lubuya, la sachétisation de la ville de Kinshasa et même de la République aujourd'hui, ce secteur est vraiment le parent pauvre, même dans les programmes des candidats. Pour vous, que doit faire réellement, pratiquement notre gouvernement actuel pour éviter un peu de détruire l'environnement avec la production de ces sachets? Des trucs en plastique, des bouteilles en plastique, tout ça. Non, je ne crois pas que c'est pour tous les candidats, parce que pour moi, dans mon programme des campagnes, je l'ai, ces secteurs de l'environnement, de la propriété, de l'hygiène. Je crois qu'il faut de lois, oui, mais des lois d'encadrement. Mais c'est peut-être ça qui manque. Qu'est-ce qui se passe lorsque tel fait telle chose? Il faut quand même des lois d'encadrement qui permettent à ce que ce secteur soit régenté, mais aussi contrôlé. Régenté et contrôlé. Et dans ce domaine, madame, vous voyez, je ne veux pas aller au fond de cela, j'ai aussi ce respect pour moi-même et ce respect pour la campagne. Vraiment, le moment où nous pourrons détailler les mesures que nous pensons être le meilleur et que nous pourrons proposer, surtout pour la ville-province de Kinshasa, en tant que député, candidat député provincial. Il y a beaucoup, ça détruit aussi votre contrée là où vous allez être candidat à la CELE. Ce phénomène est aussi palpable. Ce phénomène est aussi palpable. Je vous ai dit, les phénomènes d'inondation, c'est un phénomène en dehors de nos réalités de la commune de Lancélé. Mais aujourd'hui, nous avons des endroits où, parfois, quand il plaît, vous voyez de l'eau surgir et parfois des familles être préoccupées. Et donc, ça nécessitait à ce que nous puissions attirer l'attention à cela, étudier le mécanisme et proposer des solutions pour que, le moment venu, la population sache les orientations que nous avons. Je ne veux pas que vous entriez dans votre campagne, mais c'est quand même un sujet assez sensible qu'on les trouve peut-être. J'ai particulièrement travaillé dans ça parce que je travaille dans l'import-export. Des usines de, comment on appelle ça, de retransformation, les usines de ramassage pour ces ça fait partie de stratégies. Je travaille particulièrement à l'import-export. Et j'étais dans l'importation de matières qui permettaient par exemple les emballages. Vous voyez, les emballages, s'ils ne sont pas des emballages biodégradables, ça pose toujours problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit des emballages biodégradables. Oui. Est-ce que la loi elle dit oui? Mais au-delà, est-ce que nous ne pouvons pas créer des sociétés de transformation? C'est aussi possible. Est-ce que nous ne pouvons pas même importer cela? Parce qu'il y en a assez qui fabriquent. Est-ce que nous ne pouvons pas importer la technologie ici?
Donc autant des questions, des pistes de solutions qui permettent à ce que nous puissions régenter ces domaines et trouver des mesures fortes et idoines. Nous allons terminer par le journalisme, cette loi de l'audiovisuel. Vous avez suivi le sénateur Modeste Mutinga. Ça fait plus de 8 ans qu'on attend cette loi sur l'audiovisuel et cela tarde à venir. Moi je me pose la question, est-ce que la presse fait-elle autant peur pour qu'on ne parvienne pas à promulguer une loi qui date de 8 ans? Mais qu'est-ce que la presse fait aussi en même temps pour que cette loi soit promulguée? C'est pas notre rôle, hein. C'est à l'Assemblée nationale. Et... Mais je crois que vous avez des syndicats, des choses comme ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la presse congolaise a fait 2 pas. Et je suis fier de la presse congolaise. Je sais qu'il y a toujours des éléments qui sont des éléments d'essai. On tombe parfois, on se relève, ça c'est encourageant. Et la presse joue un rôle déterminant. Elle va jouer un rôle beaucoup plus déterminant encore pendant cette période électorale. Elle devra jouer un rôle qui va dans le sens de pouvoir calmer le jeu dans les paroles. Parce que l'agressivité, ce n'est pas simplement physiquement, mais c'est aussi dans les paroles blessantes, dans les paroles révoltantes qui peuvent parfois attiser le fait. Et ça, c'est la presse. Le jeu du caméra, on regarde la caméra, on parle, on finit de parler, on croit que ça s'arrête là. Et après, il y a de répercussions. Je crois qu'il est important que cette presse ait cette loi. Et qu'en même temps que des journalistes jouent un rôle assez pertinent pour que cette période électorale soit une période où les gens débattent sur les idées. Que les gens débattent autour des idées, autour de programmes, la pertinence de propositions. Au lieu qu'on aille dans les histoires, tel a attaqué l'autre, tel a dit ceci, il faut que les gens convainquent la population. C'est aussi l'occasion de montrer à notre population que la majorité ou l'opposition ou les radicaux ou que sais-je encore sont des Congolais et que chacun puisse convaincre la population à travers son discours, mais aussi à travers ce qu'il a fait dans le passé, pour que la population lui donne l'occasion de pouvoir être encore portée pour l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les derniers mots de Mathieu Luboya. Merci donc d'être passé à la barre. Il est candidat à la députation dans la commune de Lancélé. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Guy Lokouki qui a tenu la caméra pour nous. Merci à Papi Mandeki à la régie finale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Voilà, on me dit souvent que c'est difficile d'avoir les membres du Front commun pour le Congo, c'est ça? Front commun pour le Congo. Les passionnés du Congo. Voilà, sur notre plateau, voilà, il est là, il a osé, il a bravé. Voilà, on dit Paulette qui m'ont tout fait peur, je ne fais pas peur, je ne fais que mon travail et j'incite les gens à dire, à ressortir ce qu'ils ont dans leur cœur pour le mieux-être de notre population. C'est ce que nous nous apportons comme pierre de construction pour notre pays. Nous n'avons que ça comme pays. La République démocratique du Congo, nous n'avons pas d'autre passeport, nous ne sommes que Congolais. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.